Enthousiasme que je vous accueille ce soir. Merci d'être là. Merci aussi à ceux qui sont à notre écoute par la magie de la web diffusion. Alors, bienvenue à cet événement qu'on veut un événement de reconnaissance pour l'ensemble des partenaires qui ont œuvré avec nous au grand projet collectif qui est Avenir d'enfants. Avant de commencer, j'aimerais souligner rapidement la présence de quelques personnes dans la salle. Le grand chef Conrad Sioui qui viendra nous accueillir et nous adresser quelques mots dans quelques minutes. Monsieur le ministre de la Famille Mathieu Lacombe, les députés Jennifer Macaroni, Véronique Yvon, Christine Labrie, Monsieur le sénateur Éric Forêt, Monsieur le maire Régis Labaume, des représentants de la Fondation, du Conseil d'administration d'Avenir d'enfants. Une salutation particulière, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais à Mme Lynn Bérubé, qui fut la première présidente du Conseil d'administration d'Avenir d'enfants. Une pensée pour Mme Lise Brunet, qui fut la première directrice générale d'Avenir d'enfants, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous ce soir, ainsi qu'à tous les membres du personnel présents et passés d'Avenir d'enfants. Chers amis des tout-petits, bienvenue. Je passe maintenant la parole au grand chef Conrad Sioui qui va venir nous accueillir. Merci, Mme Meloche. Monsieur le ministre Lacombe, M. Hott, distingués invités, tous ceux qui, directement ou indirectement, ont participé et participent toujours à ce qui est de plus important, au fond, dans notre vie, c'est-à-dire l'avenir de nos enfants. Qu'ils soient québécois, canadiens, Premières Nations ou autres, c'est notre devoir premier en tant que bons citoyens de la Terre de prendre soin de nos tout-petits. Et je veux, à cet effet-là, reconnaître le travail de la Fondation aussi, la Fondation Chagnon. Notre bureau aussi, la Commission des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador aussi. Et en même temps, vous accueillir sur le territoire de la nation Huron-Wendat. Un territoire qu'on a toujours partagé, qu'on a su partager, parce qu'au bout de la ligne, il faut qu'on se sente tous chez nous, ensemble. C'est la pensée circulaire, donc par opposition à la pensée linéaire, on est tous égaux autour du cercle, on est tous capables de trouver notre place, sans titre et sans autre artifice. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on fait notre rencontre ce soir ensemble et qu'on a une pensée spéciale pour ceux qui ont travaillé dans l'ombre souvent, ceux qui ont tracé le chemin, ceux qui ont fait le sentier pour qu'on arrive aujourd'hui où nous sommes. Donc, une pensée pour eux autres, les hommes et les femmes de bonne volonté qui ont brisé des tabous puis cassé des plats qui, des fois, dépassaient. Alors, nos enfants, c'est souvent, il ne faut pas se le cacher, des situations difficiles, des apprentissages de langue, s'adapter à des milieux urbains, trouver des façons dont on va être capable de les encourager pour combattre le décrochage scolaire, combattre le racisme, la discrimination sous toutes ses formes, et éviter qu'à un moment donné, qu'on ne voit rien que noir dans la vie, puis qu'on passe à des gestes irréversibles. Alors, c'est tout ça qui fait qu'on a besoin d'être associés ensemble. On est un, on est une force ensemble. Et notre territoire, c'est notre territoire. Le territoire qu'on appelle le Nia-Wantisio. Merci. Au nom. Merci beaucoup, M. Sioui. J'inviterai maintenant M. Jean-Pierre Hott, président du Conseil d'administration d'Avenir d'enfants, à prendre la parole. Merci, Julie. Merci, grand chef Sioui. Salutations au ministre de la Famille, Mesdames les députés Jennifer Macaroni, Véronique Yvon et Christine Labrie, Monsieur le sénateur Éric Forêt, Monsieur le maire Régis Labaume, les représentants de la Fondation Chagnon, du ministère de la Famille, les membres du Conseil d'administration d'Avenir d'enfants, les membres du personnel présents et passés d'Avenir d'enfants,
et chers amis des tout-petits. Alors d'abord, merci infiniment de votre présence en ce moment charnière dans cette merveilleuse aventure dans le domaine de la petite enfance au Québec. 10 ans déjà pour cette odyssée marquée par une mobilisation de milliers d'acteurs dans les petites, dans les grandes communautés, dans toutes les régions du Québec, au plan national, en incluant bien sûr les amis des communautés autochtones, les Inuits et les Cris. Donc, il n'y a pas de tout-petits qui n'avaient pas leur place dans notre cœur. Grâce à vous tous, on a pu placer, je pense, dans ces 10 dernières années, l'intérêt des tout-petits au sommet des priorités de notre société. La campagne électorale dernière au Québec nous a démontré effectivement que la place des tout-petits occupait une place de très grande importance. On n'en est pas les seuls responsables, mais on en était très fiers. Vous avez été des acteurs convaincus de l'importance cruciale d'agir tôt pour assurer le meilleur développement de ces tout-petits, mais aussi dans le meilleur intérêt de la société québécoise. Des acteurs qui non seulement ont été convaincus, mais qui sont devenus de plus en plus convaincants. Convaincants auprès des leaders, des décideurs. Convaincus aussi de l'importance de rejoindre les milieux les plus vulnérables, les plus isolés, les plus défavorisés. Vous avez été des acteurs déterminés à ne laisser aucun tout-petit pour compte, peu importe sa situation, peu importe où il vit. Axé sur notre mission, soit de contribuer au développement optimal de ces tout-petits à travers le Québec, en accordant une attention toute spéciale à ceux qui partent dans la vie avec un pas de recul, ce vaste projet collectif a non seulement servi de catalyseur aux forces vives qui étaient déjà présentes sur le terrain, mais il a contribué à créer des alliances formidables, non seulement entre convaincus, mais avec des acteurs nouveaux, contribuant à créer une dynamique et une énergie désormais irréversible, incontournable. Nous pouvons, je crois, être très fiers tous ensemble du chemin accompli. Cette vitalité bien ancrée dans toutes les régions maintenant, cette complicité d'acteurs de grande importance, nous réjouissent au plus haut point. C'est pour nous mission accomplie. Cette magie dont nous avons été témoins, des témoins privilégiés, vous en êtes les grands artisans. C'est pourquoi nous voulions célébrer fièrement cette réussite avec vous. Parmi les artisans de la première heure qui ont cru ardemment à ce projet et qui ont permis qu'il se réalise, je remercie la Fondation Chagnon et le gouvernement du Québec. Je ne doute aucunement des valeurs humanistes qui les ont guidés, mais vous savez quoi? Ils ont aussi eu le flair des grands investisseurs, parce qu'il n'y a pas d'investissement plus rentable que ceux qui sont faits auprès des tout-petits. Il fallait de l'audace et même du courage pour le faire, et je les en remercie. Avant de céder la parole à Julie Meloche, notre directrice générale, je remets donc offrir nos plus grands remerciements aux partenaires d'Avenir d'enfants qui ont fait vivre ce projet, qui ont répondu présent. Vous avez été un moteur de changement pour les tout-petits au Québec. Mais aussi, vous me permettrez de remercier très chaleureusement le personnel d'Avenir d'enfants, ce personnel qui s'est investi totalement avec énergie, engagement, créativité pour soutenir d'innombrables initiatives dédié d'abord aux quelques 500 000 enfants qui étaient là en 2009, mais aux quelques 800 000 autres qui se sont ajoutés en cours de route au cours de ces 10 dernières années. Alors, cela mérite de vous dire bravo et merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Jean-Pierre. J'inviterai maintenant M. Régis Lamaume, maire de Québec, à nous adresser quelques mots. On est content que vous soyez là, M. Lamaume. Bonsoir tout le monde. Je vais vous expliquer ma tenue dans 2 secondes.
Alors, grand chef, si oui, cher Conrad, Monsieur le ministre Lacombe, Monsieur Hott, Madame Meloche. Écoutez, si je suis dans cette tenue, c'est parce que je passe mes journées à l'hôpital. Alors, quand on est à l'hôpital, on veut être confortable, mais je ne suis pas avec un enfant. Je suis avec quelqu'un qui est beaucoup plus vieux, mon père, qui va très mal. Alors, j'ai décidé que malgré la fonction, c'était une priorité. Je n'ai jamais passé autant de temps avec mon père que depuis 2-3 semaines. Et je vous dis qu'il y a une affirmation une des affirmations les plus mensongères qui peuvent exister dans notre société, c'est celle qui dit que nous naissons tous et toutes égaux. C'est faux. C'est un mensonge. L'égalité n'existe pas dans notre société dès le départ. Lorsque vous naissez dans une famille qui est pauvre, on appelle ça un très grand handicap. Et même si notre société est très généreuse, la société québécoise est une société très généreuse. D'ailleurs, il faut avoir quelqu'un de sa famille qui est malade pour le constater. Il faut avoir vécu. Moi, j'ai vécu quelque chose de spécial aussi. Cette année, en termes de santé, il faut comprendre comment cette société-là est assez extraordinaire, surtout comparée à celle du Sud, hein? Celle de M. Trump, qui empire de semaine en semaine. Et donc, on n'est pas égaux. On est soulagé de nos petites misères de santé, mais on n'est pas égaux. Et donc, la première injustice de la vie, c'est celle-là, de ne pas naître dans une famille qui a les moyens normaux pour subvenir à ses besoins. L'autre grande injustice aussi, c'est que, vous savez, dans la vie, on fait des choix. On fait des choix, on fait des erreurs. On peut faire un choix de faire de la moto et de prendre un verre et d'avoir un accident qui nous rend invalides pour la vie. C'est triste, mais il y a comme un choix qui nous a menés là. On peut faire le choix toutes sortes de choix dans la vie lorsqu'on est adulte ou adolescent même, qui crée nos bonheurs et nos malheurs. Mais un enfant, ça n'a pas fait de choix. Et ça, c'est l'autre grande injustice. Ça n'a pas fait de choix. Ils sont des victimes de la société à ce titre-là. Et là, je ne veux pas dramatiser, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et quand, dans le fond, notre société est inégalitaire, de cette façon-là, parce qu'il y a une espèce de fatalité, puis, comment dire, on a une société où le filet social est extraordinaire. Alors, quand notre société est inégalitaire pour un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes, on ne peut pas laisser ça comme ça. Les gouvernements agissent, le ministre agit, tout le monde agit. Moi, j'agis, je fais mon mieux avec le titre que j'ai, avec la fonction, avec les pouvoirs qui me sont dévolus, mais on en échappe. Il en passe entre les craques de la chaise. Et on n'a pas le droit de laisser aller ça comme ça. Moi, je dis toujours, Québec, c'est une ville très prospère. On a encore le plus beau taux de chômage au pays depuis maintenant des années. En termes de hausse du PIB, ça fait des années où on est les plus prospères au pays et surtout constant. Et donc, ça fait en sorte qu'on fait une belle vie. Comme dirait l'autre, on travaille pour on a de l'argent dans nos poches. Mais, cette ville-là est magnifique, mais quelque part, il y a des zones d'ombre qui sont la misère, la solitude, les désespérances. Et la plus injuste, c'est celle des enfants. Alors, pourquoi une organisation comme la vôtre doit exister? Justement pour ça. Et pourquoi elle doit être financée adéquatement? Justement pour ça. Parce qu'on n'a pas le droit d'être spectateur de cette inégalité-là pour quelqu'un qui n'a pas fait de choix dans la vie et qui n'en est qu'une victime. Alors, je vais vous dire, vous faites un merveilleux travail. Si je peux vous aider un jour, n'hésitez pas. Quand tes parents, en plus, ça aide à comprendre un peu plus. Hein? Et je dis toujours à mes enfants, je vous adore, mais vous êtes vraiment des bourgeois. Je ne peux pas vous dire qu'ils apprécient à chaque fois, mais je le pense fondamentalement. Et c'est dans ce temps-là qu'ils m'en mettent sur le nez d'être le fils d'un politicien, c'est pas facile. Mais tu sais, on appelle ça un match. Merci beaucoup. Salut. Merci. Merci beaucoup, M. Labaume.
Le prochain témoignage ou la prochaine prise de parole sera celle de notre premier ministre. Malheureusement, il ne pouvait être parmi nous, mais il a tenu à nous envoyer un message par la voie de la vidéo. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de souligner l'anniversaire d'Avenir d'enfants. Depuis 10 ans, Avenir d'enfants a aidé des milliers d'enfants, des familles qui avaient toutes sortes de difficultés. Vous savez, mon gouvernement a comme priorité nationale d'aider les enfants à réussir. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place du dépistage précoce, puis des services, entre autres, aux enfants qui ont toutes sortes de difficultés. Donc, j'espère qu'ensemble, on va continuer de travailler à s'assurer que chaque enfant au Québec ait tous les outils pour aller au bout de son potentiel. Donc, encore une fois, merci pour votre engagement, merci pour votre dévouement à Avenir d'enfants. Alors, des remerciements à notre premier ministre pour ce message. Nous avons le bonheur d'avoir avec nous le ministre de la Famille, Mathieu Lagronde, que j'inviterai maintenant à nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Je ne referai pas les salutations, elles ont déjà été faites, mais considérez-vous tous et toutes salués. Ça me fait plaisir, ça me fait grandement plaisir de vous voir aujourd'hui. Je suis heureux d'être là parce que c'est un moment important. 10 ans d'avenir d'enfants, c'est un moment important parce que raconter cette histoire-là, c'est raconter une belle histoire, une histoire de réussite. Je dis une histoire, mais on pourrait parler de centaines, voire de milliers d'histoires qu'on pourrait raconter, des histoires dont j'ai pris connaissance depuis que je suis arrivé et qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Et je trouve que M. Labaume a été très précis et a mis le doigt sur quelque chose dans son allocution. C'est vrai que tous ne naissent pas égaux et il faut être sensible à ça. Il faut être sensible à ça parce qu'effectivement, les tout-petits n'ont pas fait de choix. Et on a une responsabilité de s'assurer qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Je dis souvent, on n'est pas parfait, on ne peut pas faire de miracle, mais il faut faire de notre mieux. Et puis ça implique évidemment de mettre toute l'énergie au meilleur de nos capacités. Vous le faites donc depuis 10 ans. Je veux vraiment vous féliciter pour ça. C'est une belle histoire qui a donc commencé par un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie-André Chagnon. Et ça s'est concrétisé, vous le savez bien plus que moi, par un grand projet collectif. Et si on fait un peu d'histoire, ben, il y a des éléments qui ont jeté les bases de ce grand partenariat, la difficulté, la semaine a été longue. 91, si je vous dis 1991, vous pensez à quoi? Un Québec fou de ses enfants, un rapport qui a été le départ de quelque chose de bien grand. Vous vous rappelez du groupe de travail présidé par M. Camille Bouchard, pour qui j'ai un énorme respect, qui a jeté tout un regard neuf sur les enfants qui vivent dans des conditions difficiles. Et justement, comment on pouvait faire en sorte de ne pas en échapper, ou en tout cas de faire tout ce qu'on pouvait pour ne pas en échapper. Le gouvernement du Québec, par la suite, a pris acte de ce rapport-là, s'en est inspiré au fil des ans, notamment pour développer une politique familiale basée sur des valeurs fondamentales, l'égalité des chances pour tous les enfants, l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le respect de la diversité des réalités familiales et des parcours de vie aussi. Et je pense que ça nous a permis de faire des pas de géant. Et je dirais que la grande étape qui a suivi tout ça, je pense qu'on peut dire assurément, en tout cas, qu'Avenir d'enfants en fait partie. Donc, collectivement, on a réussi à mettre tout ça sur pied. En 2008, la Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal réalisait l'enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais en route vers l'école, une enquête qui concluait qu'il fallait agir dans les premières années de vie des tout-petits pour donner toutes les chances aux enfants des milieux défavorisés de réussir par la suite. Là, je vous dis tout ça, mais vous le savez déjà. Vous le savez encore plus que moi et on en parle tellement. C'est la bonne nouvelle, puis c'est vrai que vous en avez tellement parlé. Là, je dis vous, je parle d'avenir d'enfants, mais je parle de tous ceux qui gravitent dans l'univers des tout-petits. Vous en avez tellement parlé que ça s'est inscrit dans le subconscient d'un peu tout le monde. Vous l'avez fait à votre façon. Et oui, c'est vrai, ben, aujourd'hui, on se retrouve avec un gouvernement, et je dis ça sans partisanerie, on se retrouve avec un gouvernement qui a fait
du développement des enfants, de l'égalité des chances, du développement de leur plein potentiel, de l'éducation en général, sa grande priorité. Quand on a 10 priorités, notre premier ministre nous dit ça, quand on a 10 priorités, on n'a pas de priorité. Bien, notre priorité à nous, c'est effectivement l'éducation et le développement des enfants. Donc là, j'avais une très longue allocution et je vous jure que je ne lirai pas tout ça. Mon équipe s'était vraiment forcée. Je leur dirai peut-être pas, mais je vais résumer peut-être, parce que je ne veux pas être trop long, vraiment, je ne veux pas être trop long, mais je vais résumer qu'il y a une certaine pression actuellement, parce que Avenir d'enfants, vous savez, se termine. Et là, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite? Vous savez qu'il y a de l'argent de disponible, je ne vous apprends rien. Je vois des gens du ministère de la Famille, bonjour. On est en train de penser à ce qu'on peut faire pour la suite des choses, parce qu'il faut faire quelque chose, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la grande question qu'on est en train de se poser. Vous savez que ce qui est disponible présentement, c'est 45 millions de dollars sur 3 ans. C'est ce qu'on a présentement pour penser à la suite des choses. Et je pense que la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent-là? Et je sais que c'est probablement ce qui vous intéresse aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite des choses? Bien, je pense que la première étape, c'est de dresser des bilans. Il y en a un qui est dressé aujourd'hui. C'est une bonne étape. Ensuite, il y a aussi un sondage qui est en cours, auquel vous avez probablement participé peut-être, pour nous indiquer qu'est-ce qu'on devrait conserver dans tout ce qui s'est fait. Donc, je pense que si on se pose les bonnes questions, par la suite, on sera en mesure de prendre les bonnes décisions. Et je salue au passage 2 personnes de grande qualité, personnes que vous connaissez bien, M. Hott, que j'ai perdu de vue quelque part dans la salle, M. Hott et Mme Fanny Dagenet. Je ne sais pas si Fanny est ici ce soir. Mme Dagenet, bonjour. 2 personnes de grande qualité avec qui j'ai l'occasion de collaborer ces temps-ci parce qu'ils sont les 2 coprésidents d'un comité conseil qu'on a mis sur pied. Un comité conseil, agir pour que chaque tout-petit développe son plein potentiel. Concrètement, ce comité-là, qu'est-ce qu'il fait? Je vous le dis parce que c'est important. Bien, c'est un comité qui va qui réinventera pas la roue. Hein. Je ne pense pas qu'on peut dire que le comité va réinventer la roue, mais c'est un comité qui va partir de la connaissance qu'on a déjà, qui a été générée depuis 10 ans notamment, et qui va nous donner des pistes de réflexion à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux rejoindre les enfants qu'on n'arrive toujours pas à rejoindre. Et moi, ça m'énerve, ça me fait faire des boutons parce qu'on dépense tellement d'argent au ministère de la Famille, 2,8 milliards de dollars par année seulement au ministère de la Famille, en plus de tout ce qu'on dépense pour le soutien aux familles. Et malgré tout, il y a des enfants qu'on ne réussit toujours pas à rejoindre. Et ça, c'est inacceptable. On doit trouver des façons de mieux les rejoindre. Je suis content que M. Hott et Mme Dagenet nous donnent un coup de main avec tout le comité qui réfléchit à ça. Il y aura des recommandations. Oui, je pense qu'ils méritent une bonne main d'applaudissement. Vous avez raison. Donc, leur conclusion, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont venir nourrir notre réflexion pour la suite des choses. Et je sais qu'ils travaillent fort. On a eu l'occasion déjà de faire un peu le point sur leurs travaux. Et moi, je suis très, très, très confiant. Et par la suite, bien, on pourra prendre effectivement la décision à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, là, vous me voyez tourner les pages. Ce sont toutes des choses que j'aurais pu vous dire, mais que je ne vous dirai pas. Sinon, vous dire qu'on est très motivés et qu'on a la prétention de vouloir bien faire les choses pour les bonnes raisons. Et je pense que si on part de cette intention-là, on est certain de ne pas se tromper. Donc, félicitations tout le monde. Je vais terminer là-dessus en vous remerciant tous et toutes pour votre travail. Ensemble, moi, je suis persuadé qu'on est capable de faire en sorte que les enfants, même s'ils ne naissent pas tous égaux, bien, on soit capable de leur donner des outils pour qu'ils soient capables de développer leur plein potentiel. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, une dernière allocution de quelqu'un qui aurait souhaité être là, mais qui malheureusement ne pouvait pas y être. Et j'ai nommé M. Jean-Marc Chouinard de la Fondation Lucie et André Chagnon. Bonsoir. Comme vous pouvez le constater, je ne peux être des vôtres ce soir. Mais il m'apparaissait très important de vous adresser ces quelques mots et de souligner le travail d'Avenir d'enfants et de l'ensemble des acteurs qui œuvrent auprès des tout-petits. Probablement jamais dans l'histoire du Québec, on aura autant parlé de petite enfance. Au cours des dernières décennies, des consensus ont émergé dans la société sur l'importance de la petite enfance et celle d'agir tôt.
et de créer des conditions favorables à la réussite éducative de tous les jeunes du Québec. Petit à petit, les choses ont évolué et plusieurs mesures ont été mises sur pied. On n'a qu'à penser à la politique familiale, aux services éducatifs à l'enfance, aux congés parentaux ou aux mesures de conciliation famille-travail. De petits pas, devenus plus grands avec le temps. Sans pour autant crier victoire, nous pouvons nous en réjouir et en être fiers collectivement. C'est le fruit de dizaines d'années d'efforts auxquels Avenir d'enfants a participé activement. Bien entendu, le gouvernement joue un rôle important. Le premier ministre du Québec a affirmé lors de son discours inaugural « L'avenir de nos enfants va être l'ambition première du gouvernement ». Cette ambition, nous la partageons et nous sommes heureux de voir qu'elle se concrétise. Par des engagements importants tant au palier municipal, provincial que fédéral, par l'inscription de la petite enfance dans un grand nombre de politiques ou de projets collectifs en développement social, par l'application de mesures qui favorisent la conciliation famille-travail chez un nombre accru d'employeurs. Les actions menées par des milliers de partenaires soutenus par Avenir d'enfants au cours des 10 dernières années y sont pour beaucoup. Au-delà de nos organisations respectives, un fait demeure. Les tout-petits ont besoin de nous tous. Je suis confiant que les liens tissés au fil des années entre les différents acteurs permettront de continuer le travail entrepris tout en partageant une vision commune et des objectifs rassembleurs. C'est dans cet esprit d'ailleurs que le collectif Tous pour les tout-petits se met actuellement en place et nous sommes heureux d'en être un des partenaires. Nos nouveaux fondements philanthropiques nous permettent aussi de maintenir des financements importants liés à la petite enfance, toujours dans la perspective d'un continuum menant à la réussite éducative, que ce soit à travers les territoires que nous soutenons, l'Observatoire des tout-petits, Naître et grandir, la Grande Semaine des tout-petits et différentes enquêtes telles que l'ECDEM. Nous ne le dirons jamais assez, c'est en conjuguant nos efforts que nous parviendrons à améliorer la réussite éducative de chaque jeune, que nous réduirons ainsi les iniquités et les inégalités sociales. Alors, merci à toutes celles et ceux qui ont mis l'épaule à la roue depuis 10 ans. Merci à l'équipe d'Avenir d'enfants. Poursuivons notre effort collectif pour que le Québec demeure fou de ses enfants. Bonne soirée. Merci, M. Chouinard. Avant d'aller, de rentrer dans le fond, dans le vif du sujet, quelques mots pour vous dire à quel point je me sens privilégiée, moi, d'être ici ce soir. Avoir la chance de contribuer à un projet comme celui-là, et ce, dès les débuts, dès l'incubateur, je peux me permettre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'en serai toujours reconnaissante, dans le fond, aux personnes qui m'auront permis de travailler pendant ces 10 années-là à un projet aussi exceptionnel. C'est important pour nous autres ce soir de témoigner de ces 10 ans-là. C'est 10 ans d'un bilan, finalement, qui est, oui, celui d'Avenir d'enfants, mais surtout de ceux et celles que vous entendrez tout à l'heure vous témoigner de ce qu'ils ont mis en œuvre, vécu, partagé, que ce soit par des témoignages qui seront dans la salle ou via la série Balado Tous pour eux, dont on vous fera entendre des extraits tout à l'heure. Au cours des prochaines minutes, donc, vous entendrez des témoignages aussi de parents et des extraits de cette balado. Je voudrais souligner le fait que pour nous, une des façons de faire qui aura été phare et qu'on souhaite qu'il se maintienne, c'est ce qu'on a appelé notre approche d'accompagnement. Cette approche-là, elle est importante parce qu'elle a injecté dans les milieux du respect, le respect du rythme des communautés, de la créativité, la possibilité d'innover, dans de la souplesse, mais en restant toujours rigoureux sur l'atteinte des cibles que chacun des organisations qui ont contribué au travail se fixait. Les efforts d'Avenir d'enfants se seront concentrés principalement autour de 3 grands axes. Soutenir la mobilisation intersectorielle durable des communautés, joindre les familles vivant en contexte de défavorisation et positionner stratégiquement la petite enfance afin d'en faire une priorité sociétale. C'est à travers ces 3 grands axes que nous vous proposons un récit sur les avancées observées au cours des 10 dernières années. Pour vous guider à travers ce beau récit, j'aimerais accueillir Annie Aubertin, directrice soutien aux communautés, qui va vous accompagner pour la suite. Merci, Julie.
Afin de témoigner de la portée des actions d'Avenir d'enfants et de ses partenaires, voyons ensemble les avancées observées en ce qui concerne le soutien à la mobilisation intersectorielle durable des communautés. Des milliers de partenaires en petite enfance issus de différents secteurs d'activité, nommons-les associatifs et communautaires, le milieu scolaire, la santé, bien sûr, les services de garde, les acteurs municipaux, les acteurs de l'emploi, les acteurs autour de l'alphabétisation, les gens de la sécurité alimentaire, tout ce beau monde-là, ont mis en place des actions visant sur les forces de leur milieu au local et au régional, et ce, en véritable partenariat. Travailler ensemble est le contraire de travailler en silo. La préoccupation pour le travail en silo ne date pas d'hier. On en a parlé tantôt, cet obstacle au bien-être des enfants et de leur famille était identifié dans le rapport Un Québec fou de ses enfants. Donc, ça ne date pas d'hier, effectivement. Le partenariat, le travailler ensemble, c'est pas simple, mais c'est ô combien efficace lorsqu'il s'appuie sur la confiance et la collaboration. En fait, les partenaires nous ont dit que le climat de collaboration n'a jamais été aussi fort qu'en 2019. Non seulement les partenaires ont su rassembler le village autour d'eux, ils ont réussi à le maintenir tricoté serré. Pour témoigner de l'ampleur du mouvement collectif autour des enfants et de leurs familles et souligner l'importance du faire ensemble, j'aimerais inviter Claudia Bastien de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador et Jenny Rock de la table de concertation Mamou Atusetao de la communauté de Pessamit. Bonjour, mon nom est Jenny Rock, je viens de la communauté de Pessamit. Je suis encore coordonnatrice des activités d'Avenir d'enfants à Pessamit. Avenir d'enfants nous a permis de se regrouper. On a créé une table de concertation avec différents acteurs de la communauté. Puis, c'est ça, ça nous a permis de regarder, avoir un regard sur la petite enfance. La table s'est donné des priorités qui étaient de travailler sur la compétence parentale, consolider les services, travailler ensemble avec les services en place et promouvoir la culture Innu auprès de nos enfants. Cette année, c'est l'année internationale de la langue autochtone. Ça fait que la table a remarqué que nos enfants sont en perte de leur langue. Ça fait que ça nous donne des regards pour mettre des facteurs de protection pour nous développer, pour avoir une identité, pour le développement de nos enfants, pour qu'ils puissent réussir quand ils vont aller à l'école. Tu rajouter quelque chose? En fait, moi, mon nom est Claudia Bastien. J'accompagne justement la communauté de Pessamit dans leur mobilisation locale en petite enfance. Merci de nous accueillir aujourd'hui. En travaillant directement avec les milieux, j'ai eu le privilège de les voir évoluer, de constater les changements de pratique en termes de travail de collaboration au sein des communautés. La volonté de travailler ensemble est de plus en plus présente dans les milieux. Des mécanismes de collaboration se sont instaurés. On a même vu des plans d'action intersectoriels se développer, développés justement avec divers financements là, mis en commun. Nos milieux ont réussi à adhérer à différents acteurs, dont des acteurs qui étaient plus difficiles à aller chercher, dont des élus, des citoyens, des parents, entre autres. Mm-hmm. Puis, une des fiertés de la mobilisation à Pessamit, c'est que les gens ont pu se concerter et offrir un genre de lieu qui s'appelle Waduk, le centre multiservice Waduk, qui en français c'est une tanière. Ça a été choisi par les aînés de nommer le centre Waduk parce qu'ils disaient que la tanière, c'est là où on commence à donner des compétences aux petits de leur, disons, le castor, là, jusqu'à qu'ils soient autonomes.
Ça fait que c'est une des fiertés parce qu'ils se sont concertés, ils ont mis en place un service pour rejoindre les familles vulnérables avec les petits-enfants 0,5 ans. Puis, mais il y a beaucoup encore de travail à faire parce que les 0,5 ans, ils continuent à naître. Ça fait, on finira pas là, il faut toujours travailler. En terminant, on peut dire qu'on va poursuivre nos efforts pour faire de la petite enfance une priorité dans nos communautés, en gardant en tête ce qu'on a vécu avec Avenir d'enfants. Merci. Merci beaucoup. Merci, Claudia, et merci, Jenny, vraiment. Comme vous le savez, il est fondamental de faire équipe avec les parents en reconnaissant leur expérience et leur rôle comme premier éducateur de leurs enfants. En termes de mobilisation et de travail collectif, les parents sont assurément des partenaires à part entière. Pour nous parler de son expérience de collaboration au sein du regroupement de partenaires de Saint-Sauveur et Saint-Roch, j'invite Mélanie Bourgeois, maman et citoyenne engagée du quartier Saint-Sauveur, à prendre la parole. Elle est accompagnée par Audrey Santerre-Crête, responsable de la Joujoutech Basseville. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous dis direct en partant, je suis une personne agoraphobe, donc parler en public, c'est un peu difficile pour moi. Puis en plus, on m'a donné comme juste 3 minutes. Donc, alors, comme on l'a dit, mon nom c'est Mélanie Bourgeois. Je suis une maman engagée dans le quartier Saint-Roch et Saint-Sauveur depuis des années, mais au moins depuis 2012 avec Commune Action 05. Donc, et j'ai 3 enfants, une de 16 ans, une de 9 ans et une de 5 ans, qui ont fait partie de la vie de Commune Action et de la Joujoutech depuis aussi, qui sont tout petits. Alors, pourquoi c'est important de donner la parole aux parents dans les organisations? J'en suis la preuve. Avec mon agoraphobie, il y a 10 ans, je ne sortais plus de chez moi. Aller voir des partenaires, aller voir des activités, c'était impossible pour moi. Aller chercher des couches à la pharmacie, impossible. Un jour, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit « Ah, il y a un nouveau regroupement de parents. Je pense que tu serais bonne pour être là. » J'ai commencé tranquillement avec une routine extraordinaire que si je ne faisais pas une chose de ma routine, je n'allais pas à l'activité. Donc, après quelques mois, Odette de Commune Action m'a fait confiance, m'a dit « On fait un café ressources, embarques-tu avec nous? Tu vas m'aider, on va choisir ensemble les thèmes, tu vas avoir un rôle dans l'animation, un rôle dans la configuration de l'activité. » Donc, j'avais une raison de sortir de chez moi. J'avais une raison de dire « Il y a des gens qui m'attendent. Il y a des gens qui attendent une activité pour les parents, par des parents. » Ça a commencé par là. Après, j'ai continué, à gagner en assurance, en gagnant de la force. J'ai commencé à faire des témoignages pour Commune Action, pour Centraide Québec. Puis un jour, je suis arrivée à la Joujoutech. Bonjour Audrey, écoute, moi je suis rendue un petit peu plus loin, j'ai besoin de défis. Donc j'ai fait 1 an et demi avec la Joujoutech, avec un programme de passe-action du gouvernement. Donc, et Audrey m'a donné aussi la tâche d'animer une activité pour les parents. Donc, le jeudi après-midi, j'animais une activité, j'étais là pour les parents. Donc, et maintenant, je suis officiellement employée de la commission scolaire. Donc, passer à une autre étape de ma vie. Donc, en terminant, si on ne donne pas la permission aux parents de s'exprimer, les activités ne seront pas aussi adaptées aux parents, puis les parents vont moins prendre confiance en eux et reprendre un rôle dans leur vie. Donc, voilà. Merci. Merci, Mélanie. Quel parcours inspirant. Bravo. Finalement, pour enrichir la mobilisation, il importe d'être fier de nos actions, d'être en mesure de reconnaître les changements et les améliorations au fil du temps.
Pour ce faire, les partenaires, avec l'appui d'Avenir d'enfants, ont développé une culture évaluative et la mettent en pratique. Pour illustrer mes propos, écoutons Jean-Pierre Gagné, Patrick Paulin et Linda Bossé, qui parlent de l'évaluation dans la série documentaire Tous pour eux, disponible en balado-diffusion sur agirto.org. La correction d'erreur fait partie du développement. Ce qui est intéressant, c'est au nom de quoi on accepte de se mettre en réflexion sur les erreurs, puis d'apprendre de ça, puis de réessayer encore. C'est au nom d'un objectif, c'est au nom d'un bien fondé. Les réajustements font partie du développement humain. On est fait d'un ensemble de tentatives, parmi lesquelles il y a des erreurs qu'on accepte de corriger au nom de l'affection qu'on porte pour quelqu'un. On dit, pour créer un lien de confiance entre organismes, entre êtres humains, ça prend des années, ça prend le temps de réfléchir, le temps d'agir correctement, le temps de se positionner, d'écouter. On a étudié, on a évalué, on est allé à des formations, on a reconstruit, on a expérimenté, on a réévalué, on a... Et voilà. Passons maintenant à notre deuxième axe de travail, soit joindre les familles vivant en situation de défavorisation. Agir en milieu défavorisé est essentiel pour donner des chances égales à tous les enfants. Il s'agit toutefois d'une tâche complexe, puisque le parcours de vie des familles vivant en situation de défavorisation est souvent plus difficile, et ce, dès la grossesse. Certains partenaires se sont davantage penchés sur ces conditions de vie afin d'améliorer la qualité des services, la connaissance en petite enfance et les pratiques pour mieux agir auprès des enfants et des familles défavorisées. Je pense entre autres à la démarche Constellation d'Horizon 05 de Montréal, à la Maison Bleue, au projet Petite enfance grande importance de l'Association québécoise des CPE, à l'initiative Je grandis en halte garderie de l'Association des haltes garderies communautaires du Québec ou encore au projet Abinodjic du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Ajoutons à cette liste le projet Halte garderie du cœur. J'aimerais saluer Lise Tétrault, qui est responsable de la Halte garderie du cœur et professeure au Cégep de Saint-Hyacinthe, présente avec nous ce soir. Écoutons un extrait de balado où elle nous explique ce projet qui vise l'amélioration de la formation initiale des éducatrices. C'est ça. Ce que l'on a décidé de faire, nous, c'est un principe de l'enseignement in situ avec les étudiantes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du laboratoire, aménagé comme un service de garde, on reçoit des familles et des enfants pour que les étudiantes puissent transférer toutes les compétences de l'éducatrice professionnelle et en situation complexe. Regarde, on va les mettre ici, tes jouets. Regarde. Juste ici. Elles ont le temps de se former et de s'exercer à ce niveau-là. Notre première mission, c'est de former les étudiantes. Notre deuxième mission, c'est de donner un service de garde qui va être de qualité aux familles et aux enfants. Pour établir une offre de services adaptée et de qualité, l'écoute des fois, besoins... il faut qu'il y ait à Montréal. L'écoute des besoins exprimés par les familles est fondamentale. Chacune d'entre elles fait face à des barrières qui se dressent sur son parcours. Ces barrières trouvent leur source parfois chez le parent ou la famille elle-même, mais avouons-le, il faut reconnaître que c'est également chez les intervenants, les organisations, le gouvernement et la société. En fait, 56 % des parents d'enfants de 0,5 ans déclarent être limités par 5 obstacles et plus dans l'utilisation des services offerts aux familles. Pour en témoigner, écoutons ce qu'une partenaire de Manawan nous a partagé. Des fois, il faut qu'il y ait à Montréal, aller voir des spécialistes. C'est des grandes villes. Quand tu es habitué dans une petite place comme ici, puis là, il faut que tu ailles là-bas pour les besoins particuliers de ton enfant. Mais c'est un stress pour les parents. Puis il y en a des fois qui ne vont pas vouloir y aller justement parce que ça leur fait peur. Plus tu es proche dans la communauté, plus tu es proche des personnes, bien, le suivi est bien plus simple, il n'y a pas de coupure. Ils vont avoir moins d'impact dans leur vie. Pour enrichir cette offre de services aux familles, les regroupements locaux de partenaires ont réfléchi et reconnu les forces et les limites des actions et des services qui sont proposés aux enfants et aux parents de leur communauté.
Ils ont mis en place des stratégies pour mieux joindre ces familles afin de favoriser leur participation et leur accès aux activités et services offerts. Pour illustrer ce propos, j'invite Mélissa Martineau, coordonnatrice de Vers l'enfant 0-5 ans, et Sandra Fournier, directrice de la Maison de la famille Beauce et Chemin, à vous partager leur témoignage. Bonsoir. Nous, en 2016, le regroupement de partenaires Vers l'avant 0-5 ans, avec l'aide d'une évaluatrice externe, réalisa un sondage qu'on appela une recherche-action auprès de plus de 800 familles beauceronnes. La recherche avait pour but d'identifier les facilitateurs et les barrières de l'accès aux services pour les familles de notre territoire. Les résultats ont permis de tracer des portraits de nos familles, mais aussi d'extraire de l'information relative à 7 différentes thématiques, préoccupations, dont le transport, l'horaire, les moyens de communication, la connaissance des services offerts, l'intérêt, l'utilisation et l'accessibilité aux services. Nous pouvons affirmer que 2 grandes réalisations prirent racine des résultats obtenus, dont une plateforme communautaire web appelée lastationcommunautaire.org, qui regroupe à ce jour plus de 80 organisations communautaires. Cette plateforme fut bâtie en tenant compte du manque de connaissance des services dans notre communauté, mais surtout en ayant en tête la facilité à trouver l'information pour les familles vulnérables. La deuxième grande réalisation fut le parcours accès-service, qui est la boîte à outils que j'ai ici dans les mains, qui permet de mettre en place une stratégie d'équipe permettant aux gestionnaires et aux employés de s'auto-diagnostiquer sur l'accessibilité aux services de leur propre organisation, tout en tenant compte des besoins des familles identifiés dans la recherche-action, donc des statistiques qui ont été déduites de cette recherche. J'ai avec moi Sandra Fournier, directrice de la Maison de la famille Beauce et Chemin, qui veut vous parler des retombées plus concrètes du parcours dans sa propre organisation. En fait, là, on a plein de données. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut faire des actions. Le parcours accès au service, ce que ça a permis, c'est de mettre toute mon équipe ensemble puis vraiment de décider des changements ensemble. Donc, déjà là, c'est plus facile à effectuer. On a pris les résultats des sondages puis on les a mis en place. Exemple, 95 % de notre population utilise Internet pour avoir de l'information, pour aller chercher des services. Donc, ce qu'on fait, bien, nous, on utilise maintenant Internet pour donner de l'information puis donner nos services. Maintenant, tous nos groupes sont pleins. Nos accès familiales débordent, on est obligé d'avoir des refus. Fait qu'on a vraiment trouvé une solution sur notre territoire rural pour rejoindre les familles. Autre chose, dans notre territoire, la majorité des familles travaillent, sont vulnérables, ils ont des faibles revenus, mais sont quand même à l'emploi. On fait comment pour les rejoindre 2 jours de semaine? Donc, ensemble, on a décidé de modifier notre horaire. On est maintenant ouvert le lundi soir jusqu'à 8 heures. Donc, ils peuvent venir prendre un café avec les intervenants. Des fois, il y a des activités dirigées, des fois non. Nos activités familiales sont la fin de semaine. On a des activités spécifiques, mettons, au père la fin de semaine pour rejoindre cette clientèle-là qu'on était incapable de rejoindre avant. Fait que c'est des petits impacts comme ça. On a mis en place ce petit comité MFBE. Donc, c'est un comité de parents qui décide de certaines activités de la Maison de la famille, des changements, des orientations. Les impacts que ça a, on rejoint à peu près 200 familles supplémentaires par année à la Maison de la famille maintenant. On a plus de parts dans nos activités, plus d'enfants, plus de familles immigrantes aussi. Donc, c'est bien de faire toutes ces stats, mais après ça, il faut se mettre dans l'action puis l'intégrer dans notre organisation. Merci Mélissa. Merci Sandra. Toujours inspirée par ce désir de mieux joindre les familles et travailler avec elles, le recours au travail de proximité comme stratégie pour se rapprocher des familles s'est plus particulièrement intensifié au cours des dernières années. Ce type d'action permet entre autres de joindre des familles isolées qui ne fréquentent pas les services offerts. Écoutons Jessica Belzile, intervenante pivot en Abitibi-Témiscamingue, nous raconter comment se concrétise le travail de proximité dans sa région. Particulièrement en Abitibi-Ouest, il y a beaucoup d'enfants qui sont vulnérables dans au moins une sphère de leur développement. Ces enfants-là ne fréquentent peut-être pas nécessairement une garderie ou un CPE. D'aller chercher ces enfants-là pour pouvoir les amener vers des services appropriés pour leurs besoins, c'est de leur donner une chance de réussite finalement, là. Le projet est né comme ça. À la base, c'était le CPE, les petits chatons qui voyaient le besoin d'avoir un intervenant qui fait un peu tout le maillage entre les partenaires et les parents qui gravitent autour de l'enfant.
C'est un mandat qui est très large. Ça peut être autant d'aller dans les CPE, aller en support aux éducatrices, offrir des outils, tout ça. Il y a une partie aussi, c'est de l'intervention en milieu familial. Donc, je me déplace à domicile, voir les familles. Attends un peu, ça sera pas long. Écouter un peu leurs difficultés, leurs besoins, leur proposer des outils. Fait que là, c'est plus la nuit qui est difficile. Mettons, c'est l'heure du coucher. Ouais, l'heure du coucher. Ça y prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Puis si le besoin persiste ou il y a des besoins plus particuliers, moi, je peux le référer vers des services appropriés au centre de santé, par exemple. Maman. Oui. Maman. Faciliter tout ce lien-là entre les gens qui gravitent autour de l'enfant. Avenir d'enfants et ses partenaires ont également contribué au cours des dernières années à positionner stratégiquement la petite enfance afin d'en faire une priorité sociétale en collaborant sur différents projets nationaux d'influence et de veille scientifique et en soutenant des initiatives locales axées sur la prévention. Pour débuter ce volet, j'invite Sonia Daly, conseillère aux projets spéciaux chez Avenir d'enfants. Ma collègue Sonia était également coprésidente du comité scientifique lors du dernier grand rassemblement pour les tout-petits en novembre dernier. Derrière vous. Faire de la petite enfance une priorité sociétale, ça veut dire plusieurs choses. Frédéric Douglass, que vous connaissez peut-être, qui était un homme politique américain et un esclave affranchi, a jadis dit qu'il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Ce qui est clair, c'est que prioriser la petite enfance, c'est faire une chose fondamentale dans notre société, c'est-à-dire prioriser et intensifier nos actions en prévention. Et quoi de plus préventif que d'agir au balbutiement de la vie, c'est-à-dire à la grossesse et dans les toutes premières années de la vie? C'est pourtant facile à oublier, peut-être parce que quand on fait de la prévention très tôt, on n'a heureusement pas la chance ou la malchance, je devrais dire, de voir qu'est-ce qui aurait pu se produire par la suite. Peut-être aussi parce que les premières difficultés apparaissent beaucoup plus tard dans la vie d'un enfant. Et peut-être aussi parce que des fois, on oublie que la période la plus intense au niveau du développement de l'enfant, c'est vraiment dans les toutes premières étapes, à la fin de la grossesse, puis dans les 2 premières années de la vie. En 2015, vous étiez nombreux à travailler beaucoup autour de la transition scolaire auprès des enfants de 4-5 ans, ce qui était essentiel, évidemment. Mais vous étiez aussi tous préoccupés par agir encore plus tôt. Dans les 10 dernières années, Avenir d'enfants a pu investir 2,5 millions seulement pour la période de la grossesse dans les regroupements locaux de partenaires. C'est beaucoup. De ce budget, 66 % a été accordé entre 2017 et 2019. Et 83 % des regroupements locaux de partenaires ont décidé de prioriser ces actions-là et de les conserver à leur plan d'action en 2019. Ces données, selon nous, témoignent clairement de la volonté collective d'agir le plus tôt possible et de positionner les futurs parents et les très jeunes enfants au cœur de nos efforts de prévention. Merci, Sonia. Reconnaître l'importance de la petite enfance, c'est aussi s'appuyer sur de grandes enquêtes populationnelles pour savoir où et comment agir. Nous sommes très fiers d'avoir contribué à la réalisation de quelques-unes d'entre elles que je ne vous nommerai pas, mais que vous connaissez par leurs acronymes ECDEM, MECPEM, surtout l'initiative Perspective Parents aussi qui a été réalisée en 2015. D'ailleurs, j'en profite pour saluer des partenaires de réalisation de ces enquêtes présents dans la salle ce soir, M. Bertrand Perron de l'ISQ et Carl Lacharité et son équipe de l'UQTR. La petite enfance a également su se tailler une place de plus en plus importante dans la sphère publique. On constate que l'opinion publique a évolué favorablement concernant le développement des tout-petits. Et on est content d'avoir constaté qu'un sondage réalisé par la firme Léger démontre que de plus en plus de Québécois affirment que la petite enfance relève de la responsabilité collective et doit faire partie des priorités des décideurs publics. Pour parler de cette responsabilité partagée, écoutons en anglais Nancy Rother du Step by Step Child and Family Center de Kanawake. Our traditional way of being was for the child to be in the center, then the parents, the grandparents, and then the community support outside. It was for the parents to have
a circle of parenting support around them. And there is such richness to that because you're not alone in your parenting. Getting back to the cultural frame is that it is everybody's business. It's for sure First Nations way of being, but I think that if that can be a world way of being, we'll be in a lot better shape. Nous avons mentionné que la petite enfance devait faire partie des priorités des décideurs politiques. C'est déjà le cas pour certains maires, conseillers municipaux ou députés qui ont décidé de s'engager concrètement en faveur des jeunes enfants et de leurs familles. Ça se voit aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'ils sont nombreux à se joindre à nous ce soir. Écoutons l'un d'entre eux, Patrick Paulin, coordonnateur de regroupement, mais aussi conseiller municipal à Victoriaville. Victoriaville. La MRC d'Arthabasca a une ville-centre, Victoriaville, mais a 21 municipalités rurales, avec une centralisation très forte de tous les services aux familles qui sont dans la ville de centralité, Victoriaville. Et on s'apercevait qu'on avait des familles qui étaient en manque de services et des municipalités qui étaient en dévitalisation. Donc on se disait comment on peut faire pour travailler ensemble, agir collectivement, pour pouvoir exporter, rapprocher les services des familles dans ces municipalités rurales. On avait déjà une table de concertation qui s'intéressait à la famille et à l'enfant sur nos territoires, et on a eu vent d'une opportunité de soutien par Avenir d'enfants naissants à l'époque, qui pourrait justement nous permettre d'aller plus loin sur cette concertation et sur les actions qu'on voulait mener en faveur de la famille et de la petite enfance. Le cercle de concertation s'est élargi. On est parti des organismes enfance, famille, on a inclus les municipalités, on a inclus la commission scolaire, on a inclus petit à petit le centre de santé. Et il y a 2 ans, on a inclus la MRC, qui fédère les 22 municipalités de notre territoire. C'est véritablement dans le récit, dans la parole de chacun, par son expérience et ses réalisations, que nous pouvons mesurer l'incroyable projet que nous avons eu la chance de vivre ensemble. Quel travail accompli quand même. Ce bilan de 10 années d'action collective place Avenir d'enfants dans une position unique pour témoigner des apprentissages faits par les 3000 partenaires ayant œuvré à soutenir les enfants et leurs familles partout au Québec. J'invite Julie à revenir sur scène pour vous partager notre analyse, nos constats et nos recommandations. Merci beaucoup, Annie. Effectivement, vous pouvez constater que c'est assez riche comme possibilité de faire des constats. Je vais vous partager, dans le fond, les 4 grandes recommandations qu'on en ressort, puis quelques pistes d'action. Vous allez trouver la totalité de ça dans le bilan qui sera déposé dès ce soir sur notre site agirto.org. Première grande recommandation, mettre en place les conditions gagnantes pour soutenir l'action collective en faveur des familles et des enfants. Ces conditions gagnantes, elles passent par le maintien d'une personne responsable de la coordination à l'échelle locale et régionale. Ça prend quelqu'un dont c'est le travail quotidien de faire avancer les projets de la communauté, de s'assurer que les objectifs s'atteignent, puis parce que chacun des partenaires qui siègent autour de cette table de concertation-là, qui travaille au projet de la communauté, a déjà sa propre charge de travail. Ça passe aussi par du financement et de l'accompagnement avec un horizon de temps de quelques années, à notre avis au moins 3 ans, qui est basé sur les besoins définis par les partenaires des communautés à travers des critères souples pour favoriser l'expérimentation, l'innovation. Autrement dit, limitons tout ce qui est financement par appel de projets ponctuels. La tentation d'instaurer des mesures qui sont mur à mur, one size fits all, on pourrait dire, si vous me pardonnez l'anglicisme. Je pense que les témoignages que vous avez entendus vous permettent de constater à quel point le sur-mesure, le adapté aux besoins est souvent un gage de succès. Bien sûr, comme condition de succès, il y a un soutien dédié à l'évaluation par et pour les partenaires,
Ça nous apparaît quelque chose de crucial de permettre aux gens de porter un regard critique sur leurs initiatives et leur façon de travailler ensemble, dans le but de continuellement s'améliorer et de se donner aussi des mécanismes pour s'approprier, partager les connaissances et les remettre au jeu de façon à toujours bonifier leurs actions. La plateforme qui a été développée dans le cadre du projet Avenir d'enfants, agirto.org, est un instrument très utile pour le faire. Évidemment, après la multitude de témoignages que vous avez entendus ce soir, vous ne serez pas surpris qu'on recommande également de maintenir, on croit profondément au maintien et à la poursuite d'entente avec les Premières Nations, les Cris et les Inuits pour soutenir leur capacité d'agir en faveur des enfants et des familles de leur communauté. Recommandation numéro 2. Améliorer la coordination entre les services aux familles. On a beaucoup parlé au cours des dernières années d'établir un continuum de services aux familles. Nous croyons que c'est l'une des clés pour mieux répondre à leurs besoins et éviter d'échapper des gens en cours de route. Ce continuum de services préventifs, nous le croyons qu'il devrait commencer dès la grossesse et aller jusqu'à la transition scolaire, en mobilisant toutes les organisations et les intervenants concernés dans une communauté. Des centres de ressources périnatales, des organismes communautaires, des centres de pédiatrie sociale, des haltes garderies, des services de garde éducatifs, les réseaux scolaires, les centres intégrés de santé et de services sociaux, etc. Aussi, pour être en mesure de jouer ce rôle d'accompagnement des familles, il nous apparaît important d'accorder un soutien financier suffisant et récurrent aux organismes communautaires familles, aux haltes garderies communautaires, aux centres de ressources périnatales et en fait à toutes les organisations qui travaillent auprès des tout-petits et des familles. Pour s'assurer de répondre adéquatement aux besoins des familles, nous proposons d'impliquer les parents dans le développement de l'offre de services et dans l'évaluation de la qualité de ces services-là. Cette coordination entre les personnes œuvrant auprès des familles passe aussi par une coordination à l'échelle nationale en mettant en place une instance interministérielle ayant le mandat de coordonner la mise en œuvre de ces mesures et de ces services. Recommandation 3. Assurer un soutien adapté aux besoins des familles vivant en situation de défavorisation. Annie a eu l'occasion d'en parler un peu plus tôt et le témoignage de Jessica Belzile vous a permis de comprendre un peu concrètement ce que nous entendons par l'approche de proximité auprès, comme une façon clé d'intervenir et de mieux joindre les familles en contexte de défavorisation. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur l'expérience de nombreuses autres communautés qui ont développé ce type d'initiative, que ce soit en Abitibi-Témiscamingue, en Estrie, à Montréal, pour n'en nommer que quelques-unes. De nombreuses formes de travail de proximité ont été développées avec des résultats prometteurs. On gagnerait également à intégrer les conditions de succès de cette approche de proximité-là aux pratiques dans les différents réseaux, c'est-à-dire aller à la rencontre des familles là où elles se trouvent et prendre le temps de créer des liens de confiance. Augmenter la capacité d'agir des familles pour qu'elles puissent exercer un plus grand contrôle sur leur vie. Prévoir un travailleur de proximité avec une approche sans jugement, qui est au service de l'ensemble des organisations d'une communauté et qui agit comme facilitateur entre les ressources du milieu et les familles. Il faut aussi permettre à ces différentes organisations de questionner régulièrement leurs barrières, les barrières d'accès aux familles à leurs services. Recommandation numéro 4, faire du développement du plein potentiel de chaque enfant une priorité sociétale en agissant dès la grossesse et jusqu'à la transition scolaire. Finalement, faire du développement du plein potentiel des enfants une priorité sociétale, ça passe notamment par l'amélioration constante de la qualité des services offerts. Plus précisément, mais pas seulement, par une bonification de la formation initiale et continue et de l'accompagnement aux personnes œuvrant auprès des tout-petits et des familles. Pour en faire une priorité sociétale, nous avons besoin de données à l'échelle sociétale et c'est pourquoi nous proposons de reconduire les grandes enquêtes que moi non plus, je ne vous renommerai pas toutes.
Si la petite enfance se retrouve au cœur des politiques gouvernementales concernant la prévention en santé, la réussite éducative et la lutte à la pauvreté, nous sommes ravis d'apprendre que la politique de périnatalité est en cours de revision actuellement. Nous considérons que c'est un morceau essentiel si on souhaite amorcer le continuum de services dès la grossesse. Pour conclure, les recommandations d'avenir d'enfants, il nous apparaît essentiel que se maintienne la collaboration établie depuis quelques années à l'échelle nationale. Et comme l'annonçait tout à l'heure M. Chouinard, nous nous réjouissons d'ailleurs de la création et de la poursuite des travaux du collectif Tous pour les tout-petits. L'ensemble des éléments qu'on vous a présentés ce soir, le bilan, les épisodes de la série documentaire Tous pour eux, se retrouvent dans la thématique 10 ans d'un projet collectif sur la plateforme agirto.org. En conclusion, le bilan que nous venons vous présenter nous remplit de fierté. Si Avenir d'enfants a su remplir sa mission, c'est grâce à des partenaires dévoués, à tous les employés qui ont pris part à ce grand voyage au cours des 10 dernières années, ainsi qu'aux membres de notre conseil d'administration. Au nom d'Avenir d'enfants, j'aimerais vous remercier tous et toutes. J'espère que vous aussi, ce bilan vous rend fiers et vous donne envie de poursuivre cette grande mobilisation. J'espère qu'un jour, nous la considérerons comme ayant été un moment charnière dans l'histoire de la petite enfance au Québec. La formule innovante de ce projet en a fait... Pardon. Ça aurait pu être après. La formule innovante de ce projet en a fait un vaste laboratoire social qui aura permis de travailler ensemble, à briser des silos, à tester diverses approches et pratiques. Ce vaste projet collectif aura permis de situer plus solidement la petite enfance parmi les priorités de notre société. Chacune des personnes y ayant contribué, qu'elles soient éducatrices, professeurs, intervenantes communautaires, infirmières, conseiller municipal ou employé d'Avenir d'enfants, aura investi la cause de la petite enfance avec énormément de compétences et de passion. À tous ces gens dévoués, ces quelques 600 000 tout-petits vous disent merci. Grâce à vous toutes et à vous tous, grâce à votre travail acharné réalisé ensemble, collectivement, un univers de nouvelles possibilités a été créé pour les familles québécoises. Après avoir observé toutes ces avancées, je crois qu'on peut dire qu'il est impossible de revenir en arrière. Il est essentiel de conserver les apprentissages développés depuis 10 ans, de les partager à un maximum de partenaires et de les réinvestir pour continuer de favoriser le développement des tout-petits qui peupleront le Québec au cours des prochaines années. À l'instar des communautés autochtones, osons réfléchir le futur à plus long terme pour les 7 prochaines générations, pour que nos tout-petits d'aujourd'hui soient les fiers parents et grands-parents de demain. Merci, bonne soirée. Alors, retour aux festivités du cocktail et des petites bouchées. Profitez-en bien, puis au plaisir d'aller échanger avec vous. Merci.